Mon enfant, à 1 an, il a déjà plus de 2 230 € d'investis. Et avec ma stratégie, il aura plus de 100 000 € avant ses 18 ans. Et le pire, c'est que vous pouvez faire pareil pour votre enfant. Et je vous montre exactement comment. Dans la première partie, je vais vous présenter 4 placements, du plus sécurisé au plus risqué. Et dans la seconde partie, je vais vous montrer ma stratégie exacte pour qu'il atteigne les 100 000 € avant ses 18 ans. Et vous allez voir, il y aura même une simulation concrète. Hello à tous, c'est Rudenvest, je suis investisseur et entrepreneur depuis l'âge de 19 ans et après de nombreux échecs, j'ai réussi à me bâtir un patrimoine assez solide de près de 100 000 €. Sur cette chaîne, je vous parle d'argent sans illusion, sans bullshit et je vous montre tout de manière concrète. Comment bâtir un business rentable et adapté à vous, comment investir de manière intelligente et structurée et comment budgétiser et économiser un maximum. Parce que j'en ai marre des influenceurs qui vous vendent la possibilité de faire des millions en quelques mois. Ici, on parle de réel. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Partie 1, les 4 placements. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la majorité des Français placent l'argent pour leur enfant sur un livret A ou bien sur une assurance vie qui a été ouverte par leur banquier. La première option est déjà pas mal, puisque beaucoup de parents ne mettent rien de côté pour leurs enfants. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 55% des enfants de 0 à 17 ans qui ont un produit d'épargne ouvert à leur nom. Et l'épargne moyenne détenue par un enfant est d'environ 1 300 €. Dans les familles modestes, jusqu'à 40% des adolescents n'ont aucune épargne. Et dans les familles aisées, certains dépassent 19 000 € avant 18 ans. Mais le problème avec le livret A, c'est que son taux ne compense pas l'augmentation des prix et donc l'inflation. Donc le pouvoir d'achat réel baisse drastiquement. Concernant l'assurance vie, elle est souvent remplie de frais cachés que votre banquier ne vous dit même pas et du coup, sur le long terme, ça va drastiquement baisser le rendement. Voici tous les frais qui peuvent manger la performance d'une assurance vie. Par exemple, vous avez les frais d'entrée qui peuvent parfois être de 3 à 5% dès le dépôt. Vous avez aussi les frais de gestion annuels qui peuvent être lors d'un fonds euro entre 0,6 et 1%, les unités de compte à 1 à 2%, et après il peut y avoir des frais d'arbitrage, des frais cachés de support, et sur 15-20 ans, ces frais peuvent représenter des dizaines de milliers d'euros perdus. Faut savoir que dans une assurance vie, vous pouvez avoir soit des fonds euros, donc c'est un capital garanti, mais le rendement est assez faible, mais sécurisé, ou alors des unités de compte. C'est par exemple des ETF, des actions, vous pouvez même avoir de l'immobilier. C'est plus rentable, mais potentiellement avec plus de risques de perte. Et l'avantage fiscal concret de l'assurance vie, c'est qu'après 8 ans, l'assurance vie bénéficie d'une fiscalité allégée, à savoir un abattement annuel de 4 600 € de gains pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Tout ce qui est très intéressant, c'est au niveau de la transmission qui est très avantageuse avec une assurance vie. Il faut savoir que l'assurance vie est un des placements les plus rentables pour les banques, donc soyez très vigilants lorsque vous signez le contrat et vérifiez bien tous les frais. Ça m'est déjà arrivé en tant que banquier, des clients qui revenaient des années plus tard et qui me disaient qu'ils n'avaient rien gagné avec l'assurance vie et en vérifiant, je le constatais. Et vous allez le voir, dans beaucoup de cas, les placements que nous allons voir ensuite peuvent offrir un rendement bien meilleur à long terme. Maintenant, voyons les 4 placements vraiment intéressants. Le premier, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. L'avantage principal du PEA, il est fiscal, parce qu'en effet, après 5 ans de détention, les gains et les plus-values sont exonérés d'impôts sur le revenu, et vous payez seulement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Avant 5 ans, le PEA devra être clôturé si vous retirez de l'argent, et la fiscalité est beaucoup moins avantageuse. Il faut savoir que vous ne pouvez pas ouvrir de PEA à votre enfant avant ses 18 ans. Il existe juste le PEA jeune, accessible entre 18 et 25 ans, et uniquement si l'enfant est encore rattaché au foyer fiscal des parents. Le plafond est de seulement 20 000 €. Ensuite, il devient un PEA classique avec un plafond de 150 000 € de versement maximum. Et même si vous ne pouvez pas ouvrir de PEA au nom d'un mineur, vous pouvez investir sur votre propre PEA, puis transmettre le capital plus tard à votre enfant en donation ou succession. Pour la donation du PEA, ça intervient comme une donation classique. Il faut savoir qu'un parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans sans droit de donation. Mais le désavantage, c'est que c'est limité aux actions européennes qui ont tendance à être beaucoup plus limitées en termes de performance par rapport aux actions américaines. Le second placement, c'est l'ETF, qui est en fait un panier d'actions. Par exemple, le MSCI World contient les plus grandes entreprises mondiales. Le Nasdaq contient les plus grandes entreprises technologiques et le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Ici, l'avantage, c'est que vous êtes déjà diversifié, donc vous allez grandement limiter le risque que de détenir une action ou une entreprise bien précise. Et généralement, ces placements donnent un rendement lissé annuel entre 7 à 15%.
Beaucoup d'investisseurs aiment les ETF parce que déjà, il y a des frais très faibles. Historiquement, il est performant sur le long terme, il est simple à comprendre, il y a peu de gestion et c'est idéal pour investir régulièrement sans se prendre la tête. Même sur les ETF, il peut y avoir des baisses temporaires de moins 10, moins 20%, mais historiquement, sur 10 à 20 ans, les marchés actions ont tendance à monter malgré les crises. Si vous voulez en acheter, moi je vous conseille Trade Republic qui est clairement la plateforme la plus simple d'utilisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer en description si vous voulez que je vous parraine sur Trade Republic, vous aurez un petit bonus. Vous l'avez compris, le TF c'est clairement le meilleur rapport risque-rendement. Le placement suivant, c'est le stock picking qui est en fait une stratégie bien connue qui consiste à acheter des actions bien précises à un moment précis. Ici, c'est clairement plus risqué mais potentiellement très rentable. Si vous achetez une action sur un point stratégique, vous pouvez clairement faire plus 30% en quelques mois. Mais à contrario, si vous achetez une action un peu trop haut et qu'elle dévisse suite à des données économiques négatives, par exemple, vous pouvez facilement vous retrouver à moins 20, moins 30% et même sur des valeurs telles que Apple. Donc ici, ça demande du temps, de l'analyse et clairement un minimum de compétences. Mais c'est tout à fait possible parce que je suis loin d'être un analyste financier ou un trader et pourtant j'ai réussi à acheter plusieurs actions au meilleur moment. Par exemple, récemment avec Microsoft que j'ai acheté dans la peur juste avant qu'il ne remonte. Très souvent, pour faire de bonnes affaires, il faut juste couper le bruit et acheter quand tout va mal. Le dernier placement, c'est le plus asymétrique pour moi, c'est le Bitcoin. C'est clairement l'actif le plus récent, le plus jeune, mais c'est selon moi celui qui a le plus de potentiel. Parce que c'est un actif qui est rare et limité, et l'adoption ne fait que grandir. On l'a vu avec les États-Unis qui ont adopté des ETF Bitcoin. Cependant, c'est un actif qui n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est un actif avec une forte volatilité. Vous pouvez, sur une année, gagner plus 100%, comme vous pouvez très bien en perdre 50% parce que vous ne l'avez peut-être pas acheté au meilleur moment. Cet actif a un gros potentiel, mais il faut l'acheter sur des zones clés. Comme par exemple, actuellement, ce n'est pas un conseil en investissement, mais il est autour de 50 à 60 000 dollars. Et je pense que c'est clairement un point très intéressant puisqu'il est sur les zones d'anciens ATH. Et sur le moyen long terme, le Bitcoin il peut très bien donner un rendement moyen de 15 à 20% par an. Ça peut clairement faire exploser le rendement d'un portefeuille. Et vous pouvez l'acheter directement sur des exchanges comme Binance, Crypto.com ou Coinbase. Et au-delà de 2000 euros par exemple en Bitcoin, je vous conseille clairement de le stocker vous-même sur un cold wallet comme Ledger. Vous l'avez compris, c'est l'investissement le plus risqué mais le plus asymétrique. Maintenant, voyons concrètement ce que j'ai choisi pour mon enfant. Déjà, dans un premier temps, évidemment, pour mettre en place votre stratégie, vous devez déjà en parler avec votre femme et vous mettre d'accord. Moi, pour le coup, elle était vraiment très axée sécurité et elle voulait pas investir trop d'argent dans quelque chose qui avait un risque de perte en capital. Donc, on a mis 50% de l'argent de notre enfant pour le moment sur un livret A. Et je vais essayer de lui faire changer d'avis, c'est pas gagné. Pour l'instant, on a décidé d'allier sécurité et performance. De mon côté, j'ai décidé de mettre sur le MSCI World parce que c'est clairement le l'ETF le plus sécurisé et diversifié mondialement. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. Mais cependant, j'ai décidé de mettre quand même une partie en DCA sur Bitcoin, surtout sur les niveaux actuels, c'est extrêmement intéressant et pertinent. Il faut savoir que nous, on investit environ 100 à 200 euros par mois pour notre enfant, et donc il y aura à peu près 30 à 50 euros en Bitcoin tous les mois tant que j'estime le prix correct. Peut-être qu'après, je réduirai. Ou on augmentera aussi peut-être notre DCA en fonction de nos revenus qui augmenteront avec le temps. La réalité, c'est que quand on commence tôt, on réduit clairement le risque et on augmente le potentiel de croissance de notre portefeuille. Voyons maintenant la simulation exacte. Est-ce que c'est réaliste que j'atteigne plus de 100 000 euros de patrimoine pour mon enfant avant ses 18 ans avec cette stratégie? On va partir d'un départ de 2200 euros d'investissement avec 200 euros par mois pendant 18 ans, avec une performance de l'ETF MSCI World de 7% par an. Et Bitcoin, on va prendre un pourcentage assez conservateur de 10 à 12%. Alors le résultat estimé, vous le voyez, il est largement au-dessus des 100 000 euros. Et ça en prenant bien sûr des chiffres totalement conservateurs. En comparaison, si on avait laissé la totalité sur un livret, on serait à 32 000 euros. Et ça, bien sûr, les plus de 100 000 euros, c'est sans prendre en compte qu'on va potentiellement augmenter le montant de DCA par la suite. Donc, il pourrait atteindre des chiffres encore plus conséquents. Vous l'avez compris, la différence, ce n'est pas le montant que vous investissez. La plus grande force, c'est le temps et les intérêts composés. On le dit tout le temps en investissement, mais plus vous commencez tôt, plus vous avez de chances d'avoir un patrimoine élevé.
Et c'est exactement pareil pour votre enfant. Si vous commencez dès sa naissance et que vous restez discipliné et régulier, vous allez pouvoir faire des merveilles. Même 50 € par mois selon vos moyens, ça suffit. Et d'ailleurs, je pensais à faire une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, sur tous les mini-jeux ou les activités qu'on peut faire avec son enfant pour l'éduquer financièrement. Je pense que ça n'a jamais été fait, ça pourrait être clairement très intéressant. Pour conclure, investir pour son enfant, je trouve ça essentiel parce que ça va clairement lui donner une avance sur les autres. Mais bien sûr, la nuance, c'est qu'il faut savoir bien le faire et l'éduquer financièrement pour ne pas qu'il sente que c'est de l'argent tombé du ciel. Bien sûr, dans la vidéo, il n'y a pas une stratégie qui est la meilleure. C'est clairement selon votre profil d'investisseur et votre niveau de risque. Mais ayez en tête que si vous êtes pauvre ou que votre enfant n'a rien, quel est le vrai risque? Est-ce que c'est de prendre du risque pour essayer de changer sa situation ou est-ce que c'est de ne pas en prendre et pour rester au final à la même place que vous êtes aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens pauvres n'osent pas prendre de risques par peur de tout perdre. En réalité, ils sont déjà au plus bas, donc pourquoi ne pas essayer de changer sa situation, changer sa trajectoire? Pour finir, je serais intéressé de savoir quelle stratégie vous metteriez en place parmi ces placements que j'ai présentés dans la vidéo pour votre enfant. Peut-être que vous allez faire un mix de plusieurs de ces placements ou un seul. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à surtout liker et vous abonner parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. C'est ça mon vrai drive, c'est ça mon vrai kiff sur cette chaîne. Et nous, on se dit à bientôt les amis.